Bonsoir. 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 Il nous faut un personnage. Il nous faut un personnage. Un grand. Un vrai. Un vrai. Un pur, Plus grand que vrai. plus vrai que nature. C'est une histoire de personnage. Un personnage. Grand, comme un siècle. Lequel? Le dernier. Le dernier. Qu'il soit étranger, Italien. né vers 1880, Et qu'il ait l'esprit d'entreprise. et qu'il ait l'esprit d'aventure, Pour devenir un héros du siècle. pour devenir un héros du peuple. Mère. Imelde, Père? Oreste. Qui l'ont doté de 5 prénoms, Carlo, Pietro, Giovanni, Guglielmo, Tebaldo. Charles, Pierre. Jean. Guillaume. Thibault. Ponzi. Ponzi. Papa petit postier à Parme. Mais maman. Oh, maman. Maman. Maman dit qu'elle a du sang bleu. Maman. Du sang bleu, du sang bleu. Maman. Et qu'il est passé dans ton sang. Mes parents et leurs parents, tes aïeux, mon fils. À Parme, on les appelait Don ou Donna. Tu ne les as pas connus, mais tu es de la même race qu'eux. Oh, tu leur ressembles. Oh, tu n'es pas de la race des employés de poste. Ton père, par ailleurs, est un époux merveilleux. Moi qui n'avais pour dot que la réputation de ma grande famille parmesane. Oreste expire. Oreste s'éteint. Oreste n'est plus. Ton père est mort, paix à son âme. Héros du peuple ou champion de sa mère, vengeur des lignées disparus. Avec l'héritage de ton père, héritage modeste, héritage à l'image de ton père, tu auras, si tu dépenses sagement, de quoi subvenir à ta vie et à tes études à Rome. Car la plus grande université, car la plus ancienne, se trouve à Rome et on l'appelle sagesse. Sapienza. Si avec sagesse tu mènes ton existence, tu auras, mais juste, de quoi subvenir à ta vie et à tes études à Rome. Mais juste. Un personnage qui a du goût pour la parure, qui ne mégote pas sur le vêtement. À Rome, on sait, la vie est douce, et qui se ressemble s'assemble. Toi, tu es de noble ascendance. Mais juste. Et de sagesse, tu sortiras, nanti du savoir de justice. Et tes nouveaux amis à Rome ont l'art de vivre avec douceur. Car celui qui domine le droit et la justice n'a rien à craindre des sursauts du sort. L'art de dépenser avec goût. L'art de dormir quand il fait jour. Carlo, sors-moi l'opéra. Carlo, ce collier, c'est mon rêve. Tu sais ce que tu es, un seigneur. Fais-moi une glace et du champagne. S'établir, se rétablir, Carlo, avec toi, on s'amuse. Tu sais conduire comme les grands ducs. et mener comme personne ses affaires sur la terre. Tu es un précieux camarade, Carlo. Avec toi, on s'amuse. La vraie grandeur, on la mesure à la largesse de ses pourboires. Alors il faut bien admettre que jusqu'ici, la vie à notre égard ne s'est pas comportée avec justice. Fais-moi une glace et du champagne. Ma très chère mère, sais-tu que je me passionne pour les matières que l'on m'enseigne ici à l'université? Je serai bientôt diplômée de la Sapienza et avec les honneurs encore. Je crois pouvoir dire que mes professeurs se félicitent de moi et la seule chose qui me manque, c'est la joie de te serrer sur mon cœur. Regardez-le, mon mec, quel chic. Carlo, tu es un élégant. La coupe, le tissu et les teintes. La mode avec toi, non, vraiment, dernière tendance des métropoles. Ton budget linge est sans limite. Ma très chère mère, je dois t'avouer que ma situation est des plus compromises. Je n'aurai bientôt plus un sou, pas même de quoi payer ma chambre. Et quant à mes études, c'est l'échec. Je ne serai pas diplômée de la Sapienza, ni cette année, ni jamais. Mais tu dois savoir que ce déshonneur n'est rien à l'égard de la honte d'avoir trahi les espoirs que tu avais placés en moi. Silence. Très bien. Comme tu voudras, progéniture. On va te confier à ton oncle. Et l'échelle, tu vas la gravir. Mais barreau par barreau, et en commençant par celui du bas.
Vision. Un hôpital de charité à Rio de Janeiro, Brésil, avec les mouches. Comment sérieusement m'exaspérer, mon neveu? Je demande de quelle dynastie tu te crois issu pour me décliner ce parfait premier petit temps. Quoi tu veux que je te dise comment ça se passe? On fait la fine bouche, gratte pas de pied, non, mais et puis quoi? On tente sa chance, on court le monde, on revient rincé, sans avoir rien trouvé. Et dans le meilleur des cas, on est bien content de se dégoter une charge beaucoup moins dorée que la précédente, alors autant gagner du temps. Il se trouve que pour le temps non plus, tu ne regardes pas à la dépense. Je crois que la seule solution qui nous reste, vu ton aristocratique obstination, c'est d'envoyer en Amérique, là où vont par paquet les Italiens pauvres et ignares. Tu es pauvre, mais pas complètement analphabète. Ce qui, une fois sur place, devrait te donner un petit avantage sur la masse de tes compatriotes. Pas d'autre moyen de te faire une situation et d'en gonfler la fierté de ta mère, puisque c'est l'équation qui nous occupe. Le transatlantique Vancouver, le 3 novembre 1903. 430 pieds, 100 000 tonneaux, Naples, Boston via les Açores. 2 semaines, 2000 personnes à bord. Un billet à $25, 200 au fond des poches. Il y a des Italiens du Sud, des Grecs, des Russes, des Espagnols, des Polonais, des Irlandais, des Bulgares, des Perses, des Mongols, des Autrichiens, des Portugais. Pour $25, tu voyages dans l'entrepont des misérables. Les couchettes, tu les imagines, entre 2 tuyaux en métal, la tête sur une bouée de sauvetage, le dos sur un sac rempli d'algues, la nourriture peu comestible, l'eau salée qui augmente la soif, une zone minuscule à l'air libre, encaisser un roulis du diable, avaler une fumée noirâtre. Alors demeurer, nuit comme jour allongée au milieu des autres, à spéculer sur l'Amérique, dans une atmosphère insalubre à base de sueur, de crasse, d'ordures, de pisse, de merde et de vomissures. Panzi, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas de cette race, tu es un Italien du Nord. Sais-tu que pour $20 de plus, tu naviguerais en 2e classe? Alors $20, tu les claques? $20? Oui. Non. Tu les gardes? $20. Tu les claques, bien sûr. Ponzi, avec toi, on s'amuse. Tu régales le pont supérieur. Tu es large avec les serveurs. Oh, l'avarice n'est pas ton vice. Une petite partie, monseigneur. Les journées à bord sont longues et encore nombreuses. Coupez les cartes. Il paraît que le poker a été inventé par des Italiens. Ça vous donne de l'avance. Nous, les Irlandais, on a encore beaucoup à apprendre. Ah, bravo. C'est pour vous, je n'ai rien vu. À vous la donne. Je me demande qui des Italiens ou des Irlandais tirera le mieux son épingle du jeu aux Américains. 2 paires, vous êtes redoutables. Enfin, pour l'heure, il semblerait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Ah, voilà, je me refais un peu. On ne part pas tous avec les mêmes chances au départ. Le poker, quoi qu'il en soit, est un jeu moral. Ça veut dire qu'on fait avec ce qu'on a. C'est ça, la morale. Vous Lorraine par les 9. Déroulez votre tapis, monseigneur. Il est à moi. Vous n'avez plus rien dans les poches? C'est mon jour de bonté. Tenez, voici $2,50. Si vous voulez un conseil, misez-les sur ce que vous voudrez. Un bon dîner, par exemple. Mais pas au poker. C'est un jeu trop moral pour vous. Vous comprenez ce que je dis, non? La pige? En tout cas, bienvenue dans le Nouveau Monde. 17 novembre 1903, tu accostes au port de Boston. $2,50 dans la poche d'un costume de grand couturier. Tu poses le pied en Amérique. La pluie tombe, le vent glace ton être. Les rues baignent dans une boue sombre. Et c'est désastreux pour tes guêtres. Ragtime, c'est ce qu'on entend sur la côte est. La main gauche du piano fait la pompe, un accord grave sur les temps forts et un aigu sur les temps faibles. Et pendant ce temps-là, la main droite joue la mélodie en syncope. Elle dit ce qu'elle dit à contre-temps. Musique de blanc jouée par des noirs, musique sans improvisation. Ton histoire dure le temps du ragtime. Et là s'arrête le parallèle, car le moins qu'on puisse dire, Panzi, c'est que tu es un grand improvisateur. Si par mégarde tu tombes dans le besoin en arrivant à Boston, utilise ce billet de train pour Pittsburgh.
Là réside le cousin au 5e degré d'un cousin à nous au 3e degré. C'est la famille. C'est sacré. Il t'aidera. Il ne parle même pas la langue. Combien de temps pour apprendre à parler à Boston en 1903? À l'école de la rue, des mois, des années, une vie. Tu crèves de faim. Qui n'est pas résistant. Pas l'habitude. Trop gâté. On peut manger gratis à Boston début 20e? Bien sûr, on fouille, on ramasse, on tend la main, on demande. On dort où? Sur les bancs, dans les parcs. On est heureux d'être là? On voudrait que l'Amérique n'existe pas. Comme ça, on n'en aurait jamais entendu parler. Le cousin au 5e degré d'un cousin à nous au 3e degré. C'est la famille. C'est sacré. Il t'aidera. Ton oncle m'a écrit. Reste là, c'est lui, mais c'est petit ici. Et ma femme et moi, on a plein d'enfants. Demain, faudra les demander pour le foyer italien. Au foyer, la nuit, tu as intérêt à dormir avec tout ce que tu as. Et même là, on va essayer de te le prendre. Et même si tu n'as rien, on va essayer de te le prendre. Vision. Un hôpital de charité à Rio de Janeiro, Brésil, avec les mouches. Rien à acheter, Et rien à vendre. aucun talent à monnayer. La gloire de n'avoir jamais travaillé, il va falloir y renoncer. C'est largement préférable à la honte d'alerter ta mère. Il y a du travail sur la côte Est en 1900 et des poussières. Ça, y en a. Il y en a pour tout le monde. Mais tant que tu n'améliores pas ton langage, Ce sont principalement tes mains tes bras, et tes jambes qui travaillent. Vole dans la caisse. Tu voles dans la caisse. Tu trouves un job, on change de job, on est renvoyé ou bien on rend son tablier, on en trouve un autre, ça ne s'arrête jamais. Et comme ça, on peut mettre un peu d'argent de côté. Et comme ça, on peut aller le flamber au parc d'attractions balnéaires de Coney Island. tu t'arrêtes jamais de danser, toi? Qu'est-ce que t'as dans les jambes? Viens, asseyons-nous. Fais-moi une glace et de l'orangeade. Les courses de chevaux. Les filles, pas trop dur à distraire. Et de l'orangeade, fais-moi une glace et de l'orangeade. Le paradis électrique. Quatre ans de métier manuel. Détérioration de la garde-robe. Une seule acquisition notable, la maîtrise de la langue locale. Étant donné que personne ici n'est capable de prononcer mon nom correctement, dorénavant, ce ne sera plus Pozzi ou Fonzi ou je ne sais pas quoi. Dorénavant, ce sera Bianchi. Comme ça, au moins, Il nous faut un personnage. on va en profiter pour remplacer Carlo par Charles. Et on va changer de tête. Une nouvelle tête. Et là, on va peut-être enfin avoir une petite chance de se refaire. Un personnage. Charlie Macaroni. Ouais. Viens là. Viens là. Ah. Tu vois, Sia, tu crois qu'il te faudrait combien de pourboires pour te payer un barreau de chaise comme ça? Hein? Sans ce tabac, sans l'heure. Sans l'heure. C'est le genre de tabac qui te ferait oublier les inconvénients de la richesse. Eh bien, il n'y en a plus. C'est fini. C'est mon dernier. Je les faisais venir du Canada, figure-toi, de Montréal, à Macaroni comme toi. Il signore Zarossi.
Faut croire que ce lettre réussi me fait savoir qu'il arrête son négoce. Et tu sais quoi? Pour se lancer dans la banque. Et tu sais quoi? Il me suggère de placer mes économies dans son établissement vu qu'il aurait des taux imbattables. Ben tiens. Moi, les Italiens, hein, je veux bien manger avec eux, prier avec eux et fumer avec eux, mais je préfère pas laisser mon argent avec eux. Montréal. Une fois le billet payé, te restera quoi, 0 ? $1. Ouais, Montréal. La rue Saint-Jacques. Wall Street montréalaise. Des buildings à la file. Banque, compagnie d'assurance, anglaise ou écossaise. Et au milieu, 2 Italiennes. D'un côté Cordasco. et de l'autre. Zarossi. Jeune femme, il est pas là, Zarossi, le boss. Zarossi, il est pas là. Il est pas là, qu'est-ce que vous lui voulez? Un piège d'honneur? Il est là, mais il reçoit pas. Vous aviez rendez-vous? Il est pas là, il s'en va. Je m'en vais. Zarossi, c'est vous, Zarossi. C'est moi, mais je m'en vais. Je suis Charles Bianchi, de la famille Bianchi à Rome. Vous connaissez? Comme tout le monde. J'ai rendez-vous pour être engagé chez Cordasco. C'est en face. C'est gros, Cordasco. Ah, Cordasco, c'est le roi des travailleurs italiens de Montréal. Il s'occupe bien du travailleur italien, Cordasco? Plus que bien, comme un père. Il lui fournit papier, logement, travail, prêt bancaire, protection. Je suis bien tombé, moi, chez Cordasco. Chez Cordasco, il ne pourra jamais rien vous arriver. Alors, pourquoi certains vont chez Zarossi? Pourquoi tout le monde va pas chez Cordasco? Il faut croire que certains préfèrent qu'il leur arrive quelque chose. Cordasco, il est comme tous les affameurs de la rue Saint-Jacques, qui fait des taux d'intérêt à 2%. Il investit dans des valeurs qui rapportent 3%, il reverse 2% aux travailleurs italiens de Montréal, et il garde 1% pour lui. Et Zarossi? Zarossi, il offre 6%. Embauchez-moi. Je suis consciencieux, dévoué, sans histoire. Je suis italien, j'ai de l'éducation, le sens de la finance, je viens d'arriver, ça me plaît ici. Je peux vous être utile, embauchez-moi. Revenez demain matin et voyez les détails avec ma secrétaire, Monsieur Bianchi, de la célèbre famille Bianchi. C'est pareil, au moins bien que ce que je t'avais trouvé chez nous il y a 4 ans. Mais bon. Chère madame, sachez que je compte chaque soir personnellement le montant de vos intérêts et je puis vous assurer que cela prolifère. Puis-je avoir l'indélicatesse d'oser infliger à vos doigts féeriques le contact de cette plume indigne d'eux, afin qu'ils exécutent en bas de notre contrat une de ces voltigeantes arabesques que le commun qui n'a pas la joie de vous connaître appelle si platement signature. Ah, chère madame, c'est encore vous que votre mari envoie pour s'occuper de l'argent du ménage. Eh bien, je lui dois un moment de soleil à votre mari, puisqu'il me permet de vous voir. Il est doublement avisé, votre mari. D'abord, il sait que ce sont les femmes qui doivent s'occuper de l'argent du ménage. Bon, mais ça, tout le monde le sait. Et deuxièmement, il est votre mari, et ça, tout le monde le voudrait, mais tout le monde ne le peut pas. Voilà, une petite signature là, voilà. On se demande qui de vous ou des 6% attire le plus de monde. 6%. Comment est-ce qu'on arrive à garantir 6%? Tant qu'on y arrive, Voilà, on traîne pas, on se dépêche, on pense qu'on peut et on laisse tout le monde se débrouiller. Il n'y a malheureusement pas d'autre solution. Je pensais quand même que les communications entre le Canada et l'Italie marchaient moins bien que ça. Non mais c'est vrai, le temps déjà qu'on s'aperçoive en Italie que l'argent qu'on a fait envoyer du Canada par ma banque n'est pas arrivé, le temps que la nouvelle remonte d'Italie jusqu'au Canada, le temps que je pouvais gagner en expliquant que c'était sans doute un problème dû aux voies de communication, moi ça me paraissait un bon calcul, ça me laissait pas mal de temps, des semaines et des semaines. Eh ben non, ça va beaucoup plus vite que je ne croyais. Ah, il le suit à la trace, son pognon, le travailleur italien, y compris par-delà les mers. Tant pis, moi en tout cas je ne peux pas rester là. Femmes et enfants, j'espère que vous me pardonnerez, il faudra être courageux, mais vous au moins vous n'avez pas les autorités au Basque. D'ailleurs, si ça se tasse pour moi, je m'arrangerai pour vous faire venir à Mexico City. Alors, de Nazarossi, vous allez faire quoi maintenant? Il est parti, vous savez. Faut pas l'attendre. On sait même pas où il est. Au Mexique, il paraît. Et il a tout pris, tout l'argent.
Je vous laisse là sans rien, avec 3 gosses. Faut avoir de l'estomac quand même. C'est l'époque, ça. On est dans une époque individualiste. Mais quand même. Oh, ce silence que vous gardez, vous parlez peut-être pas la langue d'ici. Et celle de chez nous, vous la parlez au moins? De Nazar aussi, je peux rester ici un peu. Là, n'importe où, sur une chaise. Vous voulez bien? Voilà, fini. Lessivé, plus rien, plus d'argent. On a tout dépensé. Tu te souviendras qu'un samedi matin d'été, on a atteint le fond de la caisse. Il n'est pas là, monsieur Fournier, chère mademoiselle. Je suis venu souvent, vous le connaissez. Je l'attends dans son bureau. Oui, mais vous n'allez peut-être pas revenir tout de suite. Ça, c'est le risque. C'est le risque. C'est vrai, c'est trop long. Je peux pas attendre. J'ai perdu mon temps. Je m'en vais. C'est le risque. Encaissez-moi ce chèque, voulez-vous, trésor? 4 billets de 100, 2 de 10, 3 de 1, et le reste en mitraille, et je vous aimerais bien. 4 billets de 100, impossible. C'est pas grave, tout visage, donnez-moi ce que vous avez, je m'en contenterai. Tout de suite, monsieur. Costume. Costume, Costume. costume, Accessoires. montre, Bretelles. costume. 208,56 $. Monsieur Bianchi, Non, vous n'êtes pas Charles Bianchi? non, Je suis le détective John McCall. c'est bon, je suis coupable. Vous êtes suspecté d'avoir encaissé frauduleusement un chèque au nom de monsieur Damien Fournier, directeur de la Canadian Warehouse Company. Oui, suspecté, accusé, condamné, puni, gagnant du temps, oui, c'est moi. Oui, je suis coupable, oui, je m'appelle Charles Bianchi, et oui, j'ai volé le chèque, et je me le suis signé moi-même. Il y a une crise! Il y a une crise! Il est épileptique! Vous êtes épileptique. On va vous garder à l'infirmerie jusqu'à votre procès. Je tiens à dire devant cette cour que je ne suis pas coupable des faits qui me sont reprochés. Ah, le bandit, Richard Bianchi, vous êtes condamné à 2 ans d'emprisonnement. Je te présente ton concubin, Luigi Cassulo, un vrai poète. Vous êtes compatriote. C'est la fin du célibat, Cassulo. Trouvez votre bonheur. Ta fortune personnelle, 5 $. Et un costume dessiné par notre tailleur carcéral. Un train roule vers l'État de New York. Levinson, inspecteur des douanes. Puis-je voir vos papiers? Voici les miens, monsieur l'inspecteur des douanes. Et ces personnes? C'est-à-dire qu'à proprement parler, ces personnes ne sont pas actuellement en possession de tels documents. Je dois les interroger. Elles ne sont pas non plus en possession des rudiments de la langue américaine. Ce sont des connaissances à vous. Quasiment pas, pour ainsi dire. Mais vous les accompagnez. Moi, la serviabilité, j'ai ça dans le sang. Je suis tombé à la gare sur un vieux camarade de classe qui me recommande à ces 4 pauvres pèlerins de mon pays. Il me demande de veiller à ce qu'ils ne se perdent pas en route. J'ai vu de l'espoir dans leurs yeux. Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça me coûte? Cher, Pouvez-vous nous désigner l'homme qui vous a illégalement introduit dans notre pays? Cet homme est celui qui vous a illégalement introduit dans notre pays. Charles Flouvier, vous êtes accusé d'avoir favorisé l'immigration de 4 sujets étrangers en situation irrégulière sur le territoire américain moyennant rémunération. Reconnaissez-vous les faits? Oui, monsieur le juge, je plaide coupable en espérant que la Cour tiendra compte de ma bonne volonté sincère. Vous êtes condamné à 500 $ d'amende et à 2 ans de prison que vous purgerez au pénitencier fédéral d'Atlanta. Ma mère a adoré. Je n'y arrive pas. Je traverse un cycle de revers. La mauvaise fortune s'acharne sur moi. Je pourrais te mentir et t'assurer que je mène grand train. Ou encore
labeur qui me tient à l'écart du besoin et des tentations néfastes. Mais c'est pire que tout. Je suis en prison, mère. Je purge une peine, moitié par ma faute, moitié par le fait de la loi de ce pays qui n'est dure que pour ceux qui n'ont rien. Oh, mère, s'il se pouvait que tu continuasses à croire en moi et à m'aimer malgré cela, sache que je ne te demande rien, je n'attends qu'une aide. Si elle arrivait, je la refuserais. Je tiens à me sortir seule de cette mauvaise passe. C'est la seule façon pour moi de m'en sortir dignement et peut-être grandi. Et prêt pour un nouveau départ dans ce nouveau monde épouvantable. Je te présente ton concubin, Charles Morse. Un vrai monsieur. On me libère la semaine prochaine. Tu sais pourquoi? Parce que je suis malade. On m'a trouvé des toxines. Allez, je te donne l'astuce. J'ai avalé des morceaux de savon. Bah oui, il y a des toxines là-dedans. Après, ça se dissout, ça reste pas. Le temps qu'ils rangent leurs appareils, moi j'avais déjà plus de toxines, mais eux, ils pouvaient pas le savoir. Ça, c'est la raison manifeste pour laquelle ils me libèrent. La raison profonde, c'est que j'ai été riche. Et dans ce pays, si tu es riche, ou si tu l'as été, et qu'on pense que tu pourrais le redevenir, eh bien, tu bénéficies d'un statut tout à fait privilégié. Il faut le savoir. Charles Morse a été riche, très riche. Et rapace, très rapace. A fait fortune avec son père dans le transport de marchandises. Puis s'est installé à New York, où il s'est bien entendu avec les politiciens véreux et la clique de Tammany Hall. Organisation bienfaisante pour les immigrants dépourvus depuis la fin du 18e. Mais bienfaisante à condition qu'on lui rende un peu l'appareil. Et devenu puissant. Puissant. Incontournable en politique. C'est comme ça, la démocratie, il faut parfois l'organiser, il faut parfois intervenir. Autrement, c'est très incertain. Autrement, c'est n'importe quoi. Charles Morse, dans cet environnement, sait évoluer avec aisance et s'arrange pour prendre à New York le contrôle du marché de la glace. Car celui qui règne sur la glace règne sur le monde comestible. Une fois acquis son monopole, le Morse booste le prix de la glace. Il le booste, il le fait grimper. La glace devient exorbitante. La glace devient inaccessible. Chez les gens, les denrées périssent. La viande tire sur le verdâtre. Moi, tu vois ici, je continue mes affaires, je passe mes ordres à Wall Street. Ça respire, la putréfaction. On est au bord de la famine. Ça énerve la population. Sans bouger d'ici depuis ma cellule. Morse, le roi de la glace, est déchu, non sans avoir par précaution mis au frais pour les saisons rudes un pécule de quelques millions. Puis il essaie d'accaparer à New York le marché du cuivre, effort qui est à l'origine de la crise de 1907. Panique financière monstrueuse causée par la spéculation. Il me laisse faire. Les erreurs de gestion bancaire. L'insuffisante régulation. 1907 1907. 1907. 1907. Accusé d'avoir détourné à son profit des fonds bancaires, Morse écope de 15 ans de prison, mais s'en sort avec 13 de moins. T'avales des morceaux de savon, ça marche à tous les coups. Grâce à ses appuis politiques Et à l'usage peu orthodoxe de certains produits cosmétiques. Toi, tu as fait tes 2 ans, mais étant donné que tu n'as pas de quoi payer ton amende, tu vas devoir tirer un mois de plus. Et ensuite, tu seras quitte. Voilà. Les dames mineurs italiens viennent s'installer avec famille. Et toi, tu leur sers d'infirmier quand ils remontent en morceaux de la nuit. Je ne peux même pas le regarder. Il faudra pourtant le regarder si on veut le sauver. Si on pouvait le sauver sans le regarder.
Vous n'êtes pas infirmier par vocation. Non. Par une cascade de hasard. Apprenez à regarder en face un visage en lambeaux. Ça vous servira toujours, quelle que soit votre vocation. Vous le bandez comme on longerait un bébé. Chut, pas de bruit. Il est mort. Il s'est endormi. C'est votre douceur, ça. Chut. Pas facile, ma vie, depuis que je suis arrivé dans ce pays. Très dur, même. Et pour la première fois, je trouve une communauté. D'Italiens, qui plus est. Et je me sens appartenir à cette communauté, parce qu'il y a des familles ici. Et comme chez nous, des fêtes, des baptêmes, des mariages. Bon, seulement, les conditions de vie sont préhistoriques ici. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Mais comment vous voulez continuer à vivre comme ça? Moi, je veux faire quelque chose pour cette communauté. Je veux qu'elle vive comme elle mérite de vivre. Activez-vous. Je suis épuisé, moi, Miss Gossette. Eh bien, alors allez dormir. Vous devriez dormir aussi. Non, on ne peut pas le laisser. Vous êtes tellement résistante. C'est mon travail. Et vous n'êtes même pas italienne. Non, je suis anglaise. D'origine germanique, très lointaine. Et vous vous occupez de ces Italiens comme s'ils étaient de votre famille. Je ne travaille pas pour les douanes, je travaille pour l'hôpital. Vous êtes une sainte. Sans doute. Ce serait pas compliqué d'amener l'électricité ici, à Blockton, dans vos maisons de bois. Moi, je sais comment faire. Et pour l'eau courante aussi, je sais. Il y a un puits pas loin d'ici. Vos femmes y vont. Elles reviennent chargées comme des mulets. Mais l'eau de ce puits, on pourrait la cheminer jusqu'à vos habitations. J'en ai déjà parlé. Hein. Tout le monde est d'accord avec l'idée. Tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Vous avez l'intention de rester longtemps parmi nous? Prenez une petite rasade. Vous l'avez pas volée. Je ne bois pas d'alcool. Ça vous dirait pas de fonder un foyer, mademoiselle? Je n'y ai jamais pensé. Et juste une aventure? La vie d'ici est une aventure. Avec un homme? Oui, j'ai bien compris. Mais ces aventures-là sont très prévisibles et finalement assez peu aventureuses. C'est vrai que ça coûtera un peu d'argent d'installer tout ça, mais pas tant, à condition de constituer une corporation dont chaque membre prendrait des parts, et plus il y aurait de membres, plus les parts seraient accessibles, et comme ça on pourrait mettre en place un vrai système énergétique à Blockton. Et moi, par exemple, je pourrais prendre la direction de cette corporation, et ça aussi j'en ai déjà parlé à beaucoup d'entre vous, et simplement je retiendrai une part des bénéfices de cette activité énergétique, une part que je fixerai à une hauteur très raisonnable. Si on ne fait rien, c'est fini. La gangrène est en train de s'installer. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule chose qui pourrait la sauver, ce serait une greffe de peau. Mais je n'ai trouvé personne qui accepte de donner ne serait-ce qu'un centimètre carré. Personne? Aucun fidèle pour sauver la sainte? Elle peut mourir. Au mieux, elle s'en tirera avec l'amputation d'un bras. Elle ne pourra plus travailler. Combien de peaux il faudrait pour la greffe? Quelle surface de peau?
Beaucoup, au moins 80 cm², 1 mètre carré. 1 mètre carré de peau. À peu près.